Donc bonjour à tous, merci, pour votre présence pour notre 11e conférence Pacte organisée par le Carrefour F de Centre Val de Loire, le JIP Alpha. Donc aujourd'hui, nous vous proposons un webinaire sur la reconversion professionnelle. La reconversion professionnelle, c'est quoi? Il s'agit de la volonté d'un individu, au cours de son activité, de changer de métier pour une toute nouvelle vie. De plus en plus de personnes de tous milieux socio-professionnels n'hésitent plus à remettre en question leurs choix passés et à chercher à avancer vers de nouveaux horizons qui seraient susceptibles de les rendre plus heureux. Ainsi, notre conférence va permettre de recontextualiser la reconversion professionnelle et de savoir comment accompagner les reconversions professionnelles, voire les transitions, notamment auprès des publics fragiles, publics cibles du pacte, dont les demandeurs d'emploi dits de longue durée ou peu qualifiés. Par exemple, quels dispositifs peuvent être mis à disposition des bénéficiaires, notamment par Pôle emploi, acteur majeur de la reconversion professionnelle des demandeurs d'emploi, et ce, avec quelle efficacité? Je vais tout de suite laisser la parole à Estelle Cochard, présidente du JIP Alpha Centre Val de Loire, qui vous accueille aujourd'hui. Madame Cochard, en quoi est-ce important de parler de la reconversion professionnelle aujourd'hui? Merci Oum Pressad, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Alors comme vous le savez, nous organisons depuis 2019 dans le cadre du pacte régional des conférences à l'intention des acteurs de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'orientation. Alors ces cycles de webinaires ont permis d'aborder des thèmes très variés, de prendre de la hauteur, de se réinterroger, de réinterroger nos pratiques, les différents enjeux. Alors, je peux citer les sujets de la formation ouverte à distance, repérage des publics invisibles ou la découverte de la neuropédagogie. Alors, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le sujet de la reconversion professionnelle est essentiel, évidemment, pour nombre de salariés et de demandeurs d'emploi. C'est un sujet absolument central au regard des enjeux sociétaux et environnementaux et au regard des besoins du marché du travail. Alors, la reconversion professionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est un processus, évidemment, par lequel une personne décide de changer de métier ou de secteur d'activité pour diverses raisons. Cela peut être motivé par le désir de s'adapter justement à des évolutions du marché du travail, de trouver un emploi plus satisfaisant sur le plan personnel ou d'acquérir des nouvelles compétences. Thématique centrale, d'autant plus que le marché s'est absolument ouvert. Je pense que ce sera abordé par les différents intervenants. Peut-être quelques chiffres au niveau national, d'après la DARES et France Compétences, 1,4 des mobilités professionnelles sont des reconversions. 84% des transitions pro sont subies. Seule une personne sur 3 ont recours à des financements publics. Malheureusement, ceux qui en ont le plus besoin ne sont pas ceux qui accèdent le plus à la mobilité professionnelle, notamment les publics cibles du pacte. De par mes engagements professionnels, je sais l'importance d'accompagner ces publics vulnérables pour leur redonner ce pouvoir d'agir dans leur vie professionnelle. Alors, les besoins en mobilité interprofessionnelle sont importants. Entre les métiers en tension et les mutations économiques, les aspirations individuelles à la mobilité sont également particulièrement fortes, mais ces deux mouvements ne convergent pas forcément naturellement. Les mécanismes du marché seuls ne peuvent pas résoudre ces questions d'appareillement. Et on a besoin, bien sûr, de l'écosystème d'acteurs locaux. Donc, à l'heure de cette transition écologique et numérique où de nombreux métiers apparaissent, se transforment, la reconversion professionnelle apparaît comme l'une des briques permettant notamment au public fragile de se réinsérer sur le marché du travail, un marché de l'emploi mouvant et un cadre législatif en constante évolution. J'en veux pour preuve la réforme de la formation professionnelle ou France Travail, réforme en cours. Alors l'enjeu est bien sûr de créer un accès égal à des individus aux instruments leur permettant de construire leur projet de reconversion professionnelle et de bien cibler pour accompagner les demandeurs d'emploi en tant que prescripteurs et vous les organismes de formation
qui émergent comme des acteurs ressources essentiels de ces mobilités. Alors le GIP Alpha Centre, au regard de ses missions d'observation, d'information sur la formation et de la professionnalisation, se mobilise en lien avec le Conseil régional et l'État sur ce sujet. Alors juste un exemple, et j'en finirai bientôt là, IBC, voilà, c'est l'expérimentation, l'identification des besoins en compétences, qui est portée par le pôle observation régionale de la formation et de l'emploi de notre structure. Je vais y arriver. Alors, ce projet vise notre structure d'entreprise de la région. Son objectif est de mieux clarifier les compétences exercées métier par métier pour éclairer les pouvoirs publics et l'écosystème de la formation. Alors, en lien avec la Convention Grand Âge, en région Centre-Val de Loire, il y a eu une première publication absolument intéressante. Si vous ne l'avez pas lue, je vous engage tout à fait à en prendre connaissance et à la partager, qui concerne les difficultés de recrutement dans les métiers du grand âge et plus particulièrement sur le métier d'aide à domicile auxiliaire de vie. Donc là, on rentre dans des aspects extrêmement concrets concernant les besoins en compétences. Elle présente donc les compétences des métiers, les formations qui permettent de les réaliser, mais surtout, et c'est ça qui nous intéresse, les écarts entre le métier et les formations disponibles, ainsi que les recommandations d'un groupe de travail rassemblant plusieurs professionnels du secteur. On va aussi aborder les questions de conditions de travail, et ce portrait va comparer la vision de l'employeur et la vision de l'employé quant aux compétences requises pour exercer le métier d'aide à domicile, en prenant en considération tant les savoir-faire et les savoir-être. Alors bientôt, une seconde publication dans les prochaines semaines concernera le métier d'aide-soignant. D'autres publications suivront évidemment. Autant de pistes qui nous seront données et de problématiques, je pense, qui seront posées et qui nous permettront d'aller sur des axes de travail extrêmement concrets. Enfin, le GIP Alpha contribue également à accompagner ces aspirations aux côtés de nos partenaires, que sont Transition Pro, Groupement Évolution. Donc, cette conférence, par l'intermédiaire de nos différents intervenants, et j'en profite pour les remercier ici, et vont nous fournir des témoignages enrichissants et vont nous permettre de mieux comprendre les enjeux en cours sur la reconversion professionnelle en lien avec le marché du travail. Je suis très heureuse de vous proposer cette séance qui, je l'espère, vous apportera un éclairage sur la reconversion professionnelle. Bonne conférence à tous. Merci Madame Cochard pour votre propos sur la reconversion professionnelle. Nous allons terminer cette phase de prise de parole par l'État au travers de Madame Anouk Lavore, directrice régionale de la DRETS Centre-Val de Loire. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames, messieurs. Je suis très heureuse également de participer à cette conférence autour de la reconversion professionnelle. Il me semble qu'il convient de resituer cette question de la reconversion professionnelle dans un cadre plus large qui est celui d'une société qui se transforme et qui appelle donc à penser la question de la reconversion professionnelle dans une dimension plus large et plus prospective. Nos sociétés sont amenées à vivre des transformations profondes liées notamment à la transition écologique, au bouleversement numérique et technologique. Et ça induit, de ce point de vue-là, une évolution qui va s'accélérer de nos modes de production, de consommation, de distribution, de vie, tout simplement. On a également une transition numérique qui bouleverse progressivement chaque aspect de l'économie et de la société. Et puis, on a des transformations qui interrogent plus globalement la question du travail, celle de l'organisation du travail, celle du sens au travail, des valeurs que l'on peut y trouver et celles qu'on cherche à retrouver dans la structure qui nous emploie et qui pose plus largement aujourd'hui la question du sens.
dans la manière dont on interroge son parcours professionnel ou ses choix professionnels. On a une accélération de la transformation des métiers et des professions qui, évidemment, interroge ou renforce les enjeux d'accompagnement de la reconversion professionnelle. Alors, la reconversion professionnelle, elle recouvre des situations très, très variées. La loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel a conduit notamment à un élargissement de cette définition en rappelant que la reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre aux salariés de changer de métier ou de profession. Et ce faisant, on a élargi la notion de reconversion professionnelle au-delà du cadre où elle était précédemment cantonnée par le droit du travail, à savoir une logique de reconversion en vue d'un reclassement en cas de suppression d'un emploi pour motif économique. De ce point de vue-là, le législateur a introduit une notion qui me paraît essentielle, qui est celle d'une approche positive de la reconversion professionnelle qui peut, dans un certain nombre de cas, ça a été rappelé par Madame Cochard, être subie, mais qui doit également être envisagée sous l'angle d'un choix conscient, d'un choix et d'une volonté propre des actifs. Et de ce point de vue-là, il me semble effectivement important, y compris pour les personnes en recherche d'emploi, de considérer l'opportunité que représente cette période de chômage pour réfléchir d'une manière dynamique et positive à la question de la reconversion professionnelle. Sachant que aujourd'hui, un individu en moyenne dans sa vie professionnelle, sa vie active, va changer 3 fois de carrière et 10 fois d'emploi, et que 60% des salariés prévoyaient lors d'un dernier sondage de changer d'emploi. Donc cette question du changement d'emploi et d'être acteur de cette transformation vaut également pour les demandeurs d'emploi, et elle s'inscrit naturellement dans l'ambition que porte le gouvernement d'une société d'une pleine emploi, pour laquelle, naturellement, l'adaptation à l'évolution du marché du travail, aux besoins de compétences des entreprises, aux qualifications qui peuvent être nécessaires, est évidemment garante de la capacité d'un demandeur d'emploi, quelle que soit sa situation, à retrouver l'accès au travail. Ça peut être une nécessité, par exemple, en cas de perte d'emploi liée à une problématique de santé, avec l'enjeu majeur de la prévention de la désinsertion professionnelle. Ça peut être un choix éclairé pour prendre en compte l'évolution du marché du travail, et notamment les opportunités du territoire sur lequel se situe le demandeur d'emploi. Donc, de ce point de vue-là, je pense important d'avoir une attention particulière aux jeunes primo-arrivants sur le marché du travail, qui peuvent effectivement être, au regard de la formation initiale dont ils ont bénéficié, ne pas être aujourd'hui positionnés sur une activité ou un métier offrant suffisamment d'opportunités. Il faut aussi s'intéresser dans ce cadre-là tout particulièrement aux personnes en seconde partie de carrière, et nous avons des enjeux particuliers sur la question de l'emploi des seniors. Et dans ce contexte-là, la question de la reconversion professionnelle peut être un sujet important. Et de ce point de vue-là, il me semble nécessaire de souligner l'ensemble des dispositifs d'aide à la reconversion professionnelle des demandeurs d'emploi qui vont permettre à celui-ci d'identifier les opportunités sur son territoire, d'identifier ses compétences, ses appétences, la transférabilité de ses compétences en fonction de ses aspirations et d'un parcours formation vers l'emploi sur le territoire.
Ces dispositifs, ils créent toutes les conditions nécessaires à la réussite des transitions professionnelles dans un objectif qui doit effectivement viser à digérer la complexité d'un environnement qui reste complexe et qui doit permettre de faciliter le parcours vers l'emploi ou vers un nouveau métier du demandeur d'emploi. Le Conseil en évolution professionnelle créé en 2014 constitue à ce titre-là une avancée majeure avec un service public gratuit qui apporte aux actifs écoute et aide à la réflexion dans le choix du projet de transition. Qui va accompagner le bénéficiaire dans la mise en œuvre possible d'un bilan de compétences, d'une validation des acquis de l'expérience ou d'une formation, et le cas échéant de la mobilisation de son compte personnel formation. L'État soutient également, et c'est un point que nous partageons avec la région, fortement la formation sur les métiers en tension et les métiers d'avenir pour les personnes d'emploi les plus en difficulté à travers le pacte d'investissement dans les compétences pour répondre aux besoins des entreprises de la région. Et nous avons un enjeu commun qui est celui de la bonne visibilité sur ces besoins et sur l'offre de formation qui est mobilisée à cet effet. L'accompagnement des demandeurs d'emploi les plus en difficulté dans la conduite de leur projet de transition professionnelle implique également fortement l'action des conseillers et des différents acteurs qui vont accompagner les demandeurs d'emploi. Elle implique une connaissance fine des marchés locaux du travail, des métiers en tension, des opportunités de développement économique des territoires. Et de ce point de vue-là, le GIP-Alpha, comme l'a rappelé sa présidente, est un outil au service des acteurs dans le renforcement de la visibilité de ces opportunités. Voilà, je ne serai pas plus longue. Je souhaite à chacun une bonne conférence et je vous remercie de cette mobilisation collective. Pour traiter la thématique d'aujourd'hui, nous sommes tournés vers Dominique Gleilman. Il est professeur émérite de sociologie du travail de l'Université d'Évry-Val d'Essonne et chercheur au sein du Centre Pierre Navy de l'Université d'Évry ainsi que de Paris-Saclay. Alors, d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de leur invitation qui va me permettre de présenter un certain nombre de réflexions issues de travaux de recherche menés depuis d'assez nombreuses années sur les questions d'emploi, d'insertion, notamment en début de vie active, mais pas seulement. Pour répondre à la question que vous ne m'avez pas posée, mais que vous avez posée à l'assistance, j'ai changé plusieurs fois de métier et depuis que je suis enseignant, c'est-à-dire depuis le début des années 80, j'ai été intégré à 5 corps de métiers différents, allant du primaire à l'enseignement supérieur, en passant par le secondaire, après avoir passé quelques années en tout début de vie active dans un tout autre monde de l'entreprise privée. Voilà, je ferme cette parenthèse pour vous dire que je ne vais pas m'appuyer et ne vais pas vous raconter ma vie qui n'a aucun intérêt en la matière, mais simplement pour... Je vais m'appuyer sur différents travaux que j'ai pu mener, mais aussi que d'autres collègues ont menés et dont j'ai lu les résultats et occasionnellement discuter avec eux. Donc merci aux présents pour votre attention à venir et pour vos questions et remarques à venir. Je propose donc de resituer la question des reconversions professionnelles, comme le titre l'indique, dans le cadre plus général du système d'emploi, qui pour moi est une notion, je ne vais pas le développer, mais qui va bien au-delà de la simple expression marché du travail, qui à mon avis est assez réductrice. Alors voilà les deux parties de la présentation que je vais maintenant attaquer. Donc je vous propose d'abord de contextualiser cette question des reconversions professionnelles et ensuite de traiter un peu plus précisément de ces reconversions dans le cadre des mobilités professionnelles, comme ça a été évoqué précédemment, qu'il s'agisse d'actifs en emploi, éventuellement en tout début de vie active ou en cours de vie active, et évidemment également de demandeurs d'emploi
plus ou moins durable. Alors, le premier aspect que je propose de traiter, c'est le contexte conjoncturel, c'est-à-dire ce qui se passe plutôt dans le court terme, dans l'immédiateté, un contexte conjoncturel qui est notamment marqué par le fait qu'il se retourne souvent ou qu'il évolue souvent de façon pas forcément prévisible ni prévue. Je n'en prendrai qu'un exemple au moment où j'ai été contacté pour présenter cette conférence, c'est-à-dire au printemps dernier. Nous étions dans une période assez longue de baisse du chômage. Comme vous le savez, depuis 2 trimestres, cette courbe, comme l'on dit, s'est inversée, sans qu'il soit possible, et que, évidemment, je ne prenne le moindre pari sur la question de savoir dans quel sens cela évoluera dans les trimestres à venir. Ce contexte conjoncturel, il est donc marqué par un état de l'emploi dont je voudrais donner quelques aperçus, renvoyant à cette question des entrées, des sorties, donc des mobilités professionnelles. Si l'on regarde les données du ministère du Travail, au 2e trimestre 2023, il y a eu à peu près autant, à 5000 près, d'entrées et de sorties dans l'emploi, disons autour de 6 300 000, ce qui permet déjà d'observer, et ça c'est pas seulement une réalité conjoncturelle, que le monde du travail et de l'emploi est un monde fluctuant. Et qu'il faut se garder de ne raisonner qu'en images fixes et en stock, parce que les flux, vous le voyez, plus de 6 millions de personnes qui entrent et qui sortent de l'emploi, c'est important. La dimension conjoncturelle, c'est d'observer qu'il n'y a eu qu'une très très faible création d'emplois, un peu plus de 5 000, simplement, évidemment, je le répète, sur ce trimestre. Parmi les sorties d'emploi, rapidement, voilà, vous avez, mais c'est important de l'observer, essentiellement des fins de contrats à durée déterminée et plus de 5 millions, parmi lesquels une majorité de contrats à durée déterminée très courts, puisqu'ils sont de moins d'1 mois. Et donc, ici, pour attirer l'attention sur le fait que il ne faut pas seulement regarder qui est en emploi ou qui n'y est pas, mais également quels sont les statuts occupés dans l'emploi. Il va de soi qu'un CDD, et a fortiori un CDD court, n'indique pas grand-chose sur l'insertion professionnelle, c'est-à-dire sur la capacité des individus de durablement s'installer dans un emploi, dans un poste, dans une structure. On va observer également qu'il y a près de 600 000 personnes qui avaient un CDI et qui sont également mobiles, soit en ayant démissionné, soit en ayant été licenciés, ce qui rappelle que si le CDI était évidemment un statut beaucoup plus stable que le CDD, il n'assure pas une stabilité absolue. Les entrées en emploi ne vont pas à l'encontre de ce que je viens de dire, puisqu'on voit que la grande majorité des entrées en emploi se font sous la forme de CDD ou de missions d'intérim. Alors ici, il ne faut pas se tromper, 5 millions et quelques missions d'intérim ne correspondent qu'à des flux, encore une fois, qui peuvent concerner des missions d'une journée, d'une semaine ou encore plus courtes, évidemment, que les CDD. En général, quand on compte le nombre d'emplois en intérim, on le ramène à ce qu'on appelle des équivalents temps plein, ce qui évidemment bouscule beaucoup la statistique. Dernier point qui me semble important de rappeler, c'est la présence d'emplois vacants. Vous voyez, environ 350 000 au 3e trimestre 2023, là c'est les données les plus récentes, ce qui témoigne d'une diminution de 9% par rapport au trimestre précédent, mais là encore, on est sur du purement conjoncturel. Simplement, je pense qu'il est important d'avoir en tête cette donnée qui montre que s'il existe en effet des difficultés de recrutement du côté des employeurs, en admettant qu'un coup de baguette magique permette de pourvoir les 350 600 emplois vacants, ça ne résoudrait que très partiellement les problèmes d'insertion professionnelle d'une partie de notre population active, c'est-à-dire des demandeurs d'emploi. Il est également intéressant d'observer que la moitié de ces emplois vacants sont soit des emplois qui viennent d'être créés, soit des emplois qui sont encore occupés à l'heure où on les comptabilise, mais dont on sait déjà qu'ils vont être prochainement libérés, que ce soit par des départs en retraite ou des démissions éventuellement.
Donc en fait, il y a à proprement parler un peu moins de 200 000 emplois vacants inoccupés à l'heure où on se parle, et ça c'est une réalité à peu près durable qui montre qu'il ne faut pas surinterpréter la question de la difficulté à pourvoir des emplois vacants, et en rappelant que ces emplois vacants ne sont jamais les mêmes au 31 décembre et au 1er janvier d'une même année. C'est-à-dire que là encore, il faut raisonner en termes de flux et non pas en termes de stock. Alors, si je fais juste un petit zoom sur votre région, Centre-Val de Loire, avec, donc, comme vous le voyez, une base 100 au 4e trimestre 2017. Donc, les données qui sont à droite sont rapportées à cette base 100. Hein. Ça veut dire que si je prends l'emploi salarié total en Centre-Val de Loire, il a augmenté de 3,6% par rapport au 4e trimestre 2017 et qu'il est sur une courbe ascendante avec un léger ralentissement qu'on retrouve également au plan national. Alors, Monsieur Glenman, Oui. avant de passer à la suite, Oui. nous avons 2 questions Oui. de notre public. Oui. Donc, de René-Paul Arlandis, qui pose la question: a-t-on une accélération de ces entrées et sorties en emploi, ou est-ce stable? Non, alors la diapo que vous avez sous les yeux tend à montrer que à partir du moment où l'emploi augmente, il y a forcément des gens qui sont entrés en emploi. Qui sont ces gens? Est-ce qu'ils étaient en emploi et qu'ils ont changé d'emploi? Est-ce qu'ils étaient au chômage et qu'ils ont retrouvé un emploi? Est-ce qu'ils étaient en formation initiale et qu'ils ont trouvé un premier emploi? Là, on ne fait pas le détail. Hein. Mais vous voyez que si on regarde les tendances, disons, de moyenne durée, on peut observer que depuis 2020, on a une augmentation, et je vais y revenir un petit peu plus loin, des entrées en emploi, même si ça ne suffit pas, on va y revenir, pour épuiser la totalité évidemment des quantités de demandeurs d'emploi. Et donc les données précédentes m'amènent à mettre en question ce qu'un certain nombre de médias ont, à mon avis, un peu trop rapidement mis en avant en s'inspirant de ce que l'on connaît aux États-Unis, où l'on parle volontiers d'une grande démission. Je dirais que dans notre pays, on n'observe pas un phénomène de grande démission, c'est-à-dire de démission massive de gens qui quitteraient leur emploi pour en rechercher un autre. Hein. C'est un phénomène beaucoup moins massif, puisqu'on l'a vu, hein, je ne vais pas revenir sur les tableaux chiffrés précédents, hein, mais ça reste une partie relativement minoritaire des salariés ou des indépendants d'ailleurs en emploi. Alors la DARES a évoqué, le service statistique du ministère du Travail a proposé de parler plutôt de grande rotation. Pour ma part, je modulerais même en évoquant une petite rotation, c'est-à-dire qu'en effet, on observe, notamment dans un certain nombre de secteurs assez particuliers, pour différentes raisons dans lesquelles je ne vais pas entrer de façon détaillée, hein, mais il est vrai que si on prend par exemple le secteur de la santé et notamment de l'hôpital public, là on a eu une démission assez importante d'infirmières, mais qui, pour la majorité d'entre elles, vont chercher à continuer à exercer leur métier d'infirmière, mais dans des structures différentes. Et c'est pour ça qu'il me semble que la notion de rotation, on pourrait aussi parler de mobilité. Peut-être que c'est moins spectaculaire pour les médias, mais je pense que parler d'un certain nombre de phénomènes de rotation sans considérer qu'ils soient massifs me paraît plus judicieux que parler de grandes démissions. Alors, j'ajouterais que, et pour le justifier, que nous avons en France aujourd'hui, les données, vous les voyez, datent de 2022, un taux d'emploi extrêmement élevé, hein, 73,6%. Si vous le comparez à 20 ans plus tôt, en 2000, on était à moins de 70%. Alors évidemment, ça peut apparaître des évolutions peu importantes, mais quand même, quand on augmente de 4 points de pourcentage le taux d'activité, c'est-à-dire le rapport entre l'ensemble des actifs en emploi ou non et la population totale, ça tend à montrer qu'il n'y a pas un mouvement de désertion
de l'emploi ou de la recherche d'emploi. Et cela est vrai en termes de tendance aussi bien pour les hommes que pour les femmes et pour les différentes tranches d'âge, avec une augmentation très significative du côté des 60-64 ans, même si quand on se compare à d'autres pays, nous restons avec un taux d'activité et encore plus un taux d'emploi des seniors particulièrement faible. Mais donc voilà, il est important d'avoir en tête ces éléments-là avant de se pencher, et je vais y revenir, sur la question des mobilités et des reconversions. Je termine ce tour d'horizon un peu statistique sur le contexte en rappelant donc qu'au troisième trimestre de 2023, et selon l'INSEE, nous avons en France un taux de chômage de 7,4%. Il est sensiblement plus faible dans votre région qui, depuis, j'ai regardé sur le passé, hein, est toujours légèrement en dessous de cette moyenne nationale, pour différentes raisons que vous connaissez certainement beaucoup mieux que moi. Mais ces données-là et celles qui précèdent conduisent là aussi à mettre en question l'affirmation selon laquelle on serait proche du plein emploi. Alors, c'est un discours qui est un tout petit peu moins tenu depuis que ce retournement des 2 derniers trimestres dont je parlais. Alors évidemment, parler du plein emploi comme d'un objectif des politiques publiques et un objectif, disons, de la nation est une chose. Autre chose est d'être effectivement au plein emploi, grosso modo, si on prend le langage des économistes, et on pourrait en discuter, mais il y a un certain consensus des économistes pour considérer que le plein emploi correspond à une situation de 4-5% de taux de chômage, une situation qui n'est pas une utopie en France, hein, puisqu'on l'a connue grosso modo du début des années 1950 au début des années 1970, quoique avec des différences singulières et notamment, il faut le rappeler, un emploi féminin, emploi au sens emploi réglementé, déclaré, légalement encadré, beaucoup moins important qu'il ne l'est devenu depuis les années 80. Ce qui ne me conduit évidemment pas à dire que c'est l'entrée des femmes sur le marché de l'emploi ou leur stabilisation dans l'emploi qui expliquerait en quoi que ce soit l'éloignement du plein emploi et le chômage. Il faut plutôt se retourner vers d'autres explications, évidemment. Alors, en rappelant que, et c'est pourquoi il faut être prudent quand on parle de plein emploi et qu'on se réfère simplement au taux de chômage, hein, donc un peu plus de 7%, en rappelant qu'à côté de ces 2 300 000 chômeurs, si j'arrondis, on a pratiquement autant, c'est-à-dire 2 millions de personnes qui sont dans ce qu'on appelle le halo du chômage, c'est-à-dire souvent des personnes qui sont dans des emplois intermittents, CDD, intérim, emploi aidé pour les jeunes, emploi encadré pour les seniors, mais qui bien souvent vont alterner dans l'année entre l'emploi et le chômage, que celui-ci soit ou non comptabilisé et indemnisé. Autrement dit, et pour y revenir, hein, les 350 000 emplois vacants par rapport aux 4 300 000 personnes qui cherchent un emploi stabilisé de façon durable, on voit que ceci, même si ça peut apparaître un paradoxe qu'il y ait des emplois vacants quand il y a ce nombre de chômeurs, encore une fois, même si une baguette magique permettait d'intégrer une partie de ces chômeurs ou de ces personnes en situation de halo du chômage dans les emplois vacants, il nous resterait quand même un nombre très important nous éloignant de cet objectif du plein emploi. Alors maintenant, et ça m'amène à interroger le contexte structurel cette fois-ci, c'est-à-dire le contexte durable. Qu'est-ce qu'on observe dans le fonctionnement de notre système d'emploi, dont je ne vais pas les détailler, mais qui a connu depuis la fin des années 70 et le début des années 80 d'assez profondes mutations. Alors la première chose qui est importante, c'est de rappeler que le nombre d'emplois augmente de façon quasiment permanente. Hein. Il y avait, j'ai repris ces deux chiffres juste pour les comparer. En 1982, donc il y a 40 ans, il y avait en France 22,5 millions d'emplois. En 2022, il y en avait 28 200 000, c'est-à-dire pas loin de 6 millions de plus. Alors, à côté de ça, évidemment, le nombre d'actifs, c'est-à-dire tous ceux qui ont un emploi ou qui souhaiteraient en occuper un, a lui
même augmenté, et à côté de ces 28,2 millions de personnes en emploi, il y a 30,6 millions d'actifs. Donc l'écart, évidemment, entre les deux demeure. Alors, de ce point de vue-là, et ça répond peut-être en partie, ou ça commence à répondre à l'une des questions qui était posée tout à l'heure, vous avez sur ce graphique la courbe du haut qui représente, donc, comme vous le voyez, le nombre d'entrées en emploi. Donc vous voyez que régulièrement le nombre d'entrées en emploi augmente, en rappelant que pour beaucoup ce sont des entrées en emploi non durables qui font suite à d'autres emplois non durables, ce qui explique cette quantité extrêmement élevée. Mais si on prend les dernières données, on est à plus de 6 millions d'entrées en emploi, et vous voyez qu'à l'exception de la période évidemment marquée par la crise du Covid, et on comprend pourquoi l'année 2020 n'a pas été particulièrement féconde en entrée en emploi, même s'il y en avait quand même environ encore eu 3 millions. Hein, donc ça paraît peu. Si on regarde la courbe, c'est pas négligeable. Et vous avez en regard de cela en bas l'évolution du nombre de démissions qui, me semble-t-il, autorise le doute que j'émettais tout à l'heure sur l'idée que nous serions les témoins d'une grande démission. Alors, oui. Petite question, Monsieur Glenman, du public, un peu en lien avec vos slides précédentes. Alors, avec la loi plein emploi et l'obligation d'inscription auprès de l'opérateur comme demandeur d'emploi, ne va-t-on pas avoir une montée du taux d'activité? Alors, du taux d'activité, non, parce que je rappelle que les actifs incluent les personnes en emploi et les demandeurs d'emploi. Hein. Les chômeurs font partie de la population active. En revanche, ça va augmenter, au moins ponctuellement, probablement, les taux de chômage officiel, et probablement avec le fait qu'une partie des gens qui sont dans ce fameux halo du chômage et qui donc parfois, pardonnez-moi l'expression, vont et viennent entre l'emploi et le chômage, vont être peut-être un peu mieux ou plus souvent comptabilisés dans telle ou telle catégorie de demandeurs d'emploi en fin de mois. Là encore, je me prononce pas trop sur, enfin j'évite de faire des prévisions parce qu'en général elles sont assez aléatoires, parce qu'il va falloir voir concrètement comment les décrets d'application se mettent en place et comment sur le terrain les salariés notamment de Pôle emploi vont pouvoir intégrer ces nouvelles réglementations. Merci Monsieur Glenman, je vous laisse Je poursuis donc sur les évolutions du fonctionnement du système d'emploi, avec une deuxième dimension donc qu'on vient d'évoquer, c'est que aussi nombreux soit le nombre de créations d'emplois, ce que l'on observe, c'est bien un problème du côté de l'emploi, c'est que le nombre d'emplois est insuffisant au regard du nombre d'actifs, toujours, bien sûr, en regard de cet objectif du plein emploi. Et là, ces deux éléments-là ne se sont à peu près jamais démentis depuis le début des années 1980 et même la fin des années 1970, même si évidemment les quelques crises, on se souvient évidemment de la crise sanitaire, on pourrait évoquer la crise financière de 2008 et quelques autres auparavant, font que l'augmentation du nombre d'emplois connaît quelques irrégularités. La troisième caractéristique, c'est donc la persistance de façon, là encore, structurelle d'un ensemble de personnes au chômage ou dans le halo du chômage. Et ici, je ferai référence aux travaux d'un sociologue allemand qui avait publié il y a une quarantaine d'années en Allemagne un ouvrage qui s'appelait La société du risque, dans laquelle Ulrich Beck mettait, selon lui, en évidence un phénomène, et je rappelle qu'il parlait de l'Allemagne, hein, qu'on prend souvent comme un exemple chez nous, en disant qu'au fond, si le chômage, et il a nettement plus fortement baissé en Allemagne qu'en France, donc si le chômage diminuait, ce à quoi on assistait, c'était au fond l'intégration dans le système et le fonctionnement régulier du système d'emploi d'un sous-emploi permanent. Je vous rappelle qu'au sens du Bureau international du travail, le sous-emploi est la situation d'actifs qui ont un emploi mais qui travaillent moins que ce qu'ils pourraient et souhaiteraient faire, avec une double caractéristique. Le sous-emploi
visible, et je prends toujours la définition du BIT, hein, le sous-emploi visible se mesure en temps, c'est-à-dire des personnes qui occupent moins longtemps l'emploi que ce qu'ils souhaiteraient. Le sous-emploi invisible, le nom l'indique, beaucoup plus difficile à identifier et à dénombrer, c'est la situation d'individus en fait déclassés qui travaillent dans des emplois inférieurs à leur niveau de qualification et à leur expérience, donc avec un niveau de productivité inférieur à ce qu'il pourrait être, et en ce qui les concerne, un niveau de rémunération également inférieur à ce qu'il pourrait être. La quatrième caractéristique dont on a eu un petit aperçu tout à l'heure, c'est qu'on a des emplois de plus en plus segmentés en termes de statut. Vous avez des situations, ce qu'on appelle des zones grises, hein, certes, il y a des salariés, des indépendants, mais où classez-vous ce qu'on appelle parfois les emplois ubérisés, hein, qui sont des personnes juridiquement indépendantes et économiquement très dépendantes. On a dans les différentes fonctions publiques, d'État, hospitalière et territoriale, un nombre croissant à côté des fonctionnaires titulaires de personnes qui sont soit en emploi non durable, CDD notamment ou emploi aidé, soit avec de plus en plus souvent des contrats à durée indéterminée, mais des contrats de droit privé. Et donc on a ici des segmentations qu'on retrouve également évidemment en durée et en forme d'emploi. Et donc la question des circulations et des mobilités renvoie aussi éventuellement à ces changements de statut et de durée d'emploi pour les mêmes personnes. Cinquième caractéristique de ce fonctionnement, et là encore qui est une caractéristique structurelle, c'est-à-dire durable et qu'on n'a pas réussi pour le moment véritablement à inverser, c'est la difficulté dans lesquelles sont les débutants. Donc on parle ici de primo-arrivants dans le système d'emploi, dont on sait qu'ils vont mettre 4, 5, 6, 7 ans parfois à se stabiliser, avec évidemment des différences, notamment liées au diplôme, qui est probablement la variable la plus déterminante sur la capacité à raccourcir ce trajet vers la stabilisation dans l'emploi. De même, on observe, et là encore de façon structurelle, des obstacles nombreux au retour à l'emploi pour les chômeurs de longue durée et en particulier pour les seniors après qu'ils aient perdu leur emploi. Et évidemment, il y a un certain nombre d'interrogations qu'on peut avoir sur ce qui va se produire suite à l'allongement de 2 ans des carrières pour accéder de façon de plein droit à la retraite. Hein. Je veux dire, qu'est-ce qui va se produire sur les 62-64 ans quand on sait que déjà les 55-62 ans, voire les 50-62 ans, rencontraient ces obstacles nombreux. Et puis, une autre caractéristique relativement nouvelle, et en tout cas dans son ampleur, c'est le poids des transitions professionnelles. Et je m'appuierai ici, là aussi, sur le travail d'un économiste allemand, Gunther Schmidt, qui définit les transitions professionnelles comme toutes les situations qui s'écartent de l'emploi dans sa caractéristique, disons, la plus fréquente, c'est-à-dire en France du CDI à temps plein, hein, qui est la forme, entre guillemets, normale, hein, même réglementée dans la loi depuis les années 1990. Et donc, il décrivait une multitude de transitions professionnelles, des transitions à gauche du schéma, hein, qui concerne majoritairement les jeunes, formation initiale vers emploi, mais qui concerne aussi un nombre croissant d'actifs qui interrompent éventuellement de façon totale ou partielle leur activité professionnelle pour des reprises de formation et d'études. Sur la partie droite, il y a les sorties de l'emploi vers la retraite, mais là encore, c'est de plus en plus avec des situations intermédiaires de petits jobs, de seconde carrière, de fin de carrière, voire de retour vers l'emploi, au moins partiel pour des retraités ayant des difficultés finalement à boucler leur fin de mois, on va dire. Et puis, il y a des passages plus fréquents également entre l'emploi et l'inactivité vers le haut, c'est-à-dire le fait de choisir à un moment donné de se retirer de l'activité et de l'emploi pour se consacrer à une activité domestique. Alors ça a longtemps et ça reste majoritairement le cas de femmes se retirant de
l'emploi pour élever des enfants en bas âge. C'est, alors plus dans les pays scandinaves qu'en France, c'est le cas d'un certain nombre de pères de famille, mais ça peut être aussi le choix pour certains d'interrompre sa carrière professionnelle, par exemple pour développer une période sabbatique d'activité bénévole. Alors évidemment, ça ne concerne là encore que des fractions assez minoritaires de la population active. Et puis évidemment, le gros des transitions professionnelles, on les a vues, hein, c'est les passages et éventuellement les allers-retours entre l'emploi et le chômage. Et il faut ajouter tout ce qui concerne les transitions dans l'emploi, c'est-à-dire les changements de poste, de métier, d'employeur, hein, qui sont évidemment une dimension des transitions professionnelles et dans lesquelles on va trouver en particulier les reconversions sur lesquelles on réfléchit aujourd'hui. Ce que montrait Gunther Schmidt, hein, et là encore en partant de l'Allemagne, mais différents auteurs, et je pense notamment à l'économiste français Bernard Gazier, ont montré qu'on pouvait tout à fait appliquer ce schéma et ce raisonnement à l'évolution des carrières professionnelles dans notre pays. Dernier point, ça a été évoqué tout à l'heure dans l'introduction, hein, le fonctionnement du système d'emploi, il est également lié, ces mutations sont également liées à l'importance des évolutions légales et réglementaires. Et on sait qu'en France, l'État est un acteur particulièrement important pour l'économie et donc pour l'emploi. Et je ferai référence simplement dans la toute dernière période à ce qui concerne les réformes de la formation professionnelle, les réformes de l'assurance chômage, la réforme des retraites, j'en ai parlé tout à l'heure, la réforme en cours de la voie professionnelle de l'enseignement secondaire. Ces évolutions légales et réglementaires qui concernent soit directement l'emploi, soit indirectement, ont un impact sur la façon précisément dont fonctionne ce système. Je m'arrête là sur la première partie. Alors, il y a déjà eu des questions, peut-être y en a-t-il d'autres avant que j'aborde la deuxième partie de mon intervention. Alors, à ce stade, nous n'avons pas de questions, mais voilà, on n'hésitera pas à les transmettre ultérieurement. Monsieur Alors, je poursuis donc en abordant maintenant la question des reconversions et des réinsertions professionnelles qu'elles concernent des Alors, je crois qu'on a un problème de débit. des motivations et des mobilités professionnelles. Alors, Monsieur Gleymans, ça a coupé pendant quelques secondes. Est-ce que vous pouvez juste reprendre votre propos? Et j'en profite pour dire à notre public que voilà, il ne faut pas hésiter effectivement à poser vos questions dans l'espace Q et R qui se trouve en haut de votre écran. Monsieur Gleymans, je vous en prie. Vous m'entendez de nouveau correctement? Alors justement, c'est un peu haché, mais allez-y. Est-ce que vous voulez que je me déconnecte et que je me reconnecte peut-être? Non. Non, c'est bon. Allez-y, continuez, pas de souci. Donc, je disais juste que j'abordais la deuxième partie dans laquelle je vais m'intéresser donc plus spécifiquement aux reconversions et aux réinsertions professionnelles, que ce soit des actifs en emploi ou des actifs au chômage. Donc la première question évidemment qui importe ici, c'est celle des motivations, des mobilités professionnelles, qu'il s'agisse encore une fois de reconversion ou de réinsertion. Ici, il me semble important de ne pas survaloriser la question de l'autodétermination des personnes qui donc vont être amenées à changer de situation professionnelle. Il faut avoir en tête qu'une bonne partie de ce que j'appellerais des bifurcations ou des mobilités correspond en fait à une adaptation plus ou moins forcée, plus ou moins acceptée, plus ou moins appréciée, mais une adaptation face à des changements professionnels imprévus, est lié essentiellement à l'évolution de la situation socio-économique. De ce point de vue-là, il est important d'avoir en tête que, évidemment, il y a des différences significatives à la fois selon les ressources dont disposent les individus, les ressources en formation,
les ressources en expérience, mais aussi en fonction du contexte, à la fois du contexte économique général, notamment la conjoncture, j'ai montré tout à l'heure, j'ai essayé de montrer tout à l'heure pourquoi elle avait évidemment un impact, mais aussi les contextes sectoriels. Les choses ne sont pas les mêmes selon que vous êtes dans le domaine de la santé, de l'hôtellerie-restauration, du bâtiment, de l'industrie, de la fonction publique, etc., etc. Et également les contextes régionaux qui peuvent avoir bien sûr des impacts puisque les situations et les fluctuations ne sont pas forcément uniformes sur l'ensemble du territoire national. Alors, et ici, monsieur, il va falloir… Oui. je vous coupe juste avant que vous continuiez. On a une question en lien avec votre slide précédente. Donc, avez-vous un exemple concret en termes d'impact négatif ou positif sur le fonctionnement du système, du rôle que jouent les nombreuses évolutions réglementaires? Il y en a une qui est très simple à observer. À partir du moment où on prolonge la durée, l'âge de départ légal en retraite de 62 à 64 ans, par définition, on laisse dans le système d'emploi, c'est-à-dire dans l'emploi ou la recherche d'emploi, un certain nombre de personnes qui auparavant étaient majoritairement, même si 62 ans n'était pas un âge de départ obligatoire à la retraite, mais évidemment, ça modifie sensiblement. Prenons un exemple plus ancien. En 1959, quand on décide de prolonger l'obligation scolaire, plutôt l'obligation d'instruction de 14 ans à 16 ans, eh bien évidemment, on modifie l'âge d'entrée, on modifie l'âge moyen de la population active qui du coup vieillit, et ça fait deux exemples qui montrent que ce soit la prolongation de l'élévation de l'âge de départ en retraite ou l'élévation de l'âge de sortie de la formation initiale. Voilà deux exemples qui évidemment ont un impact. Si je prends la création, sur laquelle je viendrai tout à l'heure, du droit individuel de formation, puis du compte personnel de formation, eh bien évidemment, ça va avoir un impact sur la possibilité pour au moins une partie des actifs d'accéder à des formations dont certaines sont potentiellement utilisées pour précisément changer d'emploi. Donc voilà quelques exemples et je pourrais en prendre éventuellement d'autres si ce n'est pas suffisamment précis. Merci, monsieur Glenn. Je vous laisse poursuivre. Donc, je disais qu'il faut distinguer, compte tenu des situations. Déjà, il y a une première distinction très importante entre les mobilités choisies et les mobilités subies. Je veux dire par là que lorsque quelqu'un est licencié et perd son emploi, eh bien, il va évidemment subir une mobilité qu'il n'a évidemment pas choisie. À l'inverse, lorsque quelqu'un démissionne, on peut légitimement supposer, sauf à penser qu'il y a eu une situation conflictuelle très grave, mais qu'il y a au moins une part de choix plus importante que dans le cas précédent. Donc voilà, c'est une première distinction très importante qui veut dire qu'un certain nombre de gens se reconvertissent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de le faire, alors que d'autres vont se reconvertir parce qu'ils sont dans une logique de carrière et qu'ils ont des atouts et un contexte professionnel et socio-économique qui le rend possible. Deuxième, et donc ici, voilà, on voit que selon les moments, eh bien, le nombre de démissions varie. Vous avez ici les évolutions entre 1900, disons, le début des années 1990 et le début des années 2020. On observe que c'est pas hyper compliqué à comprendre que quand la situation économique se dégrade, vous avez ici l'exemple de la crise financière de 2008 dans la partie gauche du graphique ou la crise sanitaire de 2020 dans la partie droite du graphique, évidemment le nombre de démissions tend à diminuer pour deux raisons principales, mais enfin non, on va dire, je vais résumer, pour une raison principale, c'est qu'évidemment démissionner est beaucoup plus risqué lorsque l'emploi est dégradé, ce qui est le cas quand on traverse une crise, qu'elle soit financière ou sanitaire. Ensuite, il est important de distinguer les mobilités qui recouvrent en partie le cas précédent, mais pas complètement. Il faut distinguer les mobilités entre deux emplois,
où là, on a effectivement une reconversion, sinon choisie, souvent choisie, mais au moins acceptée par le titulaire d'un emploi qui va donc quitter un emploi pour en retrouver un autre, ou alors les mobilités qui passent par le chômage après une perte d'emploi, ou par l'inactivité lorsque, j'évoquais le cas de pères ou de mères d'enfants en bas âge, ont choisi de se retirer au moins ponctuellement de l'emploi, ce à quoi il faut rajouter évidemment les mobilités emploi vers retraite, mais dont on sait aussi qu'elles peuvent paraître souhaitées et choisies, mais dont on sait aussi que pour une partie, elles ont été, disons, incitées, des départs en retraite sont parfois incités par l'employeur, et c'est moins le cas aujourd'hui, mais à une certaine époque, avec y compris des aides publiques aux cessations progressives d'activité ou au retrait donc, de l'emploi des seniors. Troisième distinction très importante, les mobilités verticales et horizontales. La mobilité verticale se traduit par une montée en qualification, généralement, on va dire probablement en richesse du contenu du travail, en rémunération. Mais il y a aussi une partie des mobilités verticales qui prennent le sens inverse, c'est-à-dire que l'ascenseur ne fait pas que monter, il lui arrive de descendre, et on observe des situations de déclassement, de sous-qualification, et c'est notamment le cas, et c'est un problème important, je pense, pour les opérateurs de l'emploi qui sont dans le public et qui l'ont certainement rencontré, ces seniors qui, une fois qu'ils ont perdu un emploi peinant à en retrouver un autre, n'ont guère d'autres solutions que d'accepter un emploi moins qualifié, moins riche en termes de contenu et moins rémunérateur. À côté de cela, il y a un certain nombre de mobilités horizontales, je veux dire par là des gens qui vont retrouver un emploi de même niveau, sensiblement de même niveau, que ce soit en termes de qualification, de statut ou de rémunération. Quatrième distinction importante, il y a des mobilités sectorielles qui font que des personnes vont changer assez radicalement de secteur d'activité. Alors on peut prendre l'exemple, même si là encore il est évidemment minoritaire et même quasiment marginal, hein, mais ce qu'on a appelé ces néo-ruraux qui quittent la ville et des emplois industriels ou tertiaires pour aller se reconvertir dans des activités de type agricole. Mais plus largement, on a des individus qui vont être amenés à changer de secteur, soit parce que l'évolution de leur carrière telle qu'ils la conçoivent et la conduisent les amène à cela, soit parce que également dans certains secteurs, eh bien, il y a des pertes d'emplois très nettes qui font qu'on n'a pas d'autre solution que d'aller voir ailleurs, et on peut évoquer, là encore en prenant un peu de recul, dans les 40 dernières années, les pertes d'emplois gigantesques qu'a connues de façon générale l'industrie en France, mais plus spécifiquement l'industrie textile ou la sidérurgie, pour prendre deux exemples, je crois, bien connus. Autre type de mobilité également, que sont les mobilités géographiques qui conduisent à changer de localisation de son emploi, soit en fonction de son choix, et on pense notamment au fait de conjoints ou de conjointes qui vont suivre une personne qui est muté dans une autre région. Donc le premier a pu le choisir. Prenons des enseignants qui quittent telle région pour aller dans une autre, souvent pour retourner dans leur région d'origine après quelques années, ou plutôt quelques dizaines d'années à en avoir été éloignés. Donc eux vont plutôt choisir cette mobilité géographique. Leur conjoint ou leur conjointe, c'est pas forcément un choix professionnel direct, mais c'est évidemment un choix de vie, de suivre son compagnon ou sa compagne. Donc voilà, les mobilités professionnelles, c'est tout sauf une réalité univoque. Je pense que chacune des personnes présentes ici a des exemples différents, mais je pense qu'il est important de rappeler ça, parce que quand on dit la reconversion professionnelle, on peut donner l'impression de décrire un phénomène en quelque sorte unique ou relativement uniforme. C'est très loin d'être le cas. Et donc, voilà ici... Monsieur Glenn, oui. Je vais vous couper avant que vous continuiez. Avec On va plaisir. vous poser quelques questions donc, du chat. La première, alors, est-ce que, ne voyez-vous pas aussi une évolution après la loi de 2018 concernant l'obligation de l'employeur à maintenir l'employabilité de ses salariés?
Ces derniers se tournent souvent vers le PTP sur conseil de leur employeur. C'est un financement de moins pour l'employeur. Est-ce que vous avez voilà. Je reconnais bien humblement que je n'ai pas de données sur ce sujet-là et donc je dis toujours qu'on ne peut pas être expert de tout et que même quand on est expert d'un certain domaine, il faut mettre les limites à son expertise. Donc je ne sais pas, j'ai un certain nombre d'hypothèses que éventuellement je peux partager avec vous, mais qui ne vont pas forcément au-delà de celles que vous-même vous connaissez. J'ajouterais que je suis pour ma part assez sceptique sur la notion d'employabilité, dont vous avez sans doute entendu que je ne l'ai pas employée jusqu'ici. Je ne vais pas rentrer dans cette discussion-là maintenant, je peux le faire après avec plaisir, mais je pense que c'est une notion compliquée pour le moins et assez galvaudée dans un certain nombre de ses usages sociaux. Je poursuis donc, mais n'hésitez pas, hein, c'est toujours avec plaisir que j'écoute les remarques. Et donc voilà, je voulais juste vous présenter quelques données statistiques relativement récentes qui insistent en particulier sur une donnée importante et dans la bibliographie qui accompagne ma présentation, il y a un article, il n'est pas compliqué à identifier, c'est le premier dans la liste des références bibliographiques, qui est une étude plus spécifique et qui montrait toute l'importance de la question du temps. Vous voyez qu'on va de quelques jours à plus d'un an entre le moment où on a l'idée, alors évidemment d'une reconversion professionnelle ici choisie, hein, et le moment où les choses vont se faire dans son entreprise d'origine, celle où on est et où on va finalement changer d'emploi sans la quitter, dans l'entreprise d'arrivée ou en dehors du cadre de l'entreprise. Et je pense qu'on peut notamment traiter du cas des personnes qui choisissent de quitter le salariat pour un projet auto-entrepreneurial plus ou moins réussi et efficace, hein. Mais on voit que, voilà, je ne vais pas le détailler, mais la question du temps dont on dispose ou pas pour penser, être éventuellement accompagné, mettre en œuvre des actions de formation avant effectivement de se reconvertir, entre l'idée et l'engagement du processus, il y a une question de temps qui est importante, et j'évoquais tout à l'heure l'importance des ressources dont les individus disposent et de façon tout à fait inégale dans le champ de l'emploi et plus largement de la société. La question du temps dépend aussi, encore une fois, des contextes, notamment conjoncturels, dans lesquels on se situe. Alors, je poursuis et je m'approche de la fin de mon intervention et je rassure comme cela les gens qui peuvent éventuellement s'impatienter. Donc, je voudrais montrer que la question dont on pense aujourd'hui, les reconversions et les processus de réinsertion font émerger une évolution qui me semble relativement récente, mais qui me semble importante. En gros, de la fin des années 70, disons au milieu ou à la fin des années 2000, ce qui polarisait beaucoup à la fois les individus, les pouvoirs publics, les institutions, les organisations travaillant dans le champ du travail et de l'emploi, mais aussi les organismes patronaux ou syndicaux de salariés, c'était d'abord et avant tout la question de l'emploi, avec évidemment l'importance du chômage, de la montée d'emplois précaires, de ce phénomène du sous-emploi que j'évoquais. Tout cela n'a pas disparu, mais à partir du moment où, depuis plusieurs années, on avait observé une diminution tout de même significative du taux de chômage, même si, je l'ai évoqué, le sous-emploi reste, lui, assez important. Ce qui est apparu, c'est un retour, non plus simplement des problématiques de l'emploi, qui demeurent et qui restent quelque chose d'extrêmement important, mais aussi la question du travail. La distinction étant évidemment, l'emploi, c'est plutôt un cadre, un contexte, des statuts, des métiers, alors que le travail, c'est des tâches, un contenu qui interroge notamment sur ce que l'on fait, pourquoi on le fait, quel sens on peut donner, dans quelle mesure une dimension de réalisation de l'individu est-elle ou non possible dans son travail. C'est une question qui était majeure, on l'a
les plus anciens peut-être s'en souviennent, mais on l'a beaucoup oublié, c'était une question majeure dans les années 1960 et encore 70, où on avait, pour l'illustrer, hein, un slogan syndical dans la période d'après 68, où un certain nombre d'organisations défendaient l'idée qu'il ne s'agissait pas de perdre sa vie à la gagner. Sous-entendu, gagner sa vie, ok, grâce à l'emploi, d'accord, mais en faisant quoi, dans quelles conditions de travail, avec quelle marge d'autonomie, quelle marge d'intérêt dans le contenu du travail, et quel sens on peut lui donner en distinguant ici, on pourrait dire dans le travail, une dimension plutôt utilitaire, économique, alimentaire, et une dimension expressive. C'est-à-dire que, et on le voit bien chez un certain nombre de jeunes sortant de formation initiale avec des niveaux de diplôme plus ou moins élevés, la question du sens du travail redevient, et je ne dis pas devient, redevient plus importante peut-être, plus consciente, plus exprimée qu'elle ne l'a été durant les 30 ou 35 dernières années. Alors, je pense qu'il ne faut pas surestimer cette dimension-là, mais on a vu par exemple des élèves d'une grande école il y a quelques années, au moment de la remise des prix, tenir un discours qui allait un peu à rebours de ce à quoi, a priori, leur formation les préparait en termes d'emploi. Et donc, je pense que les boussoles avec lesquelles les individus, mais aussi les pouvoirs publics et les organisations raisonnent la question des reconversions, des réinsertions à accompagner, à faciliter ou pas, selon les cas, ces boussoles doivent tenir ces deux éléments en ligne de mire, hein, c'est-à-dire la question de l'emploi, de sa sécurité, de sa sécurisation, des garanties qui vont avec, des droits qui vont avec, et je pense notamment aux droits sociaux, mais également la question du travail, du contenu du travail, de l'organisation et des conditions de travail et du sens de ce travail. Et on a bien vu, il me semble que de ce point de vue-là, la crise Covid a joué également son rôle. On a parlé des métiers essentiels, ce qui laissait supposer que les autres ne l'étaient pas, ce qui peut être pas forcément très bien pris, mais qui en tout cas donnait des hiérarchies ne se limitant pas à la qualité des emplois et au niveau des rémunérations, par exemple. Et il me semble que ces éléments-là comptent, encore une fois, de façon plus ou moins importante selon les ressources dont les individus disposent et selon le contexte dans lequel ils agissent. Mais évidemment, ce contexte, je le disais tout à l'heure, tient aussi aux politiques publiques. Et donc, les politiques publiques, me semble-t-il, sont très polarisées sur les questions de l'emploi et c'est parfaitement légitime compte tenu des 40 années de chômage et de sous-emploi massif que nous avons connu et dont nous ne sommes pas sortis. La question de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, des conditions de réalisation au travail est également quelque chose d'important et qui devrait, me semble-t-il, occuper une place, mais pas seulement une place dans la rhétorique, mais effectivement dans les mises en œuvre, éventuellement dans un certain nombre de contraintes, y compris légales et réglementaires. Alors, cette question des reconversions et des... Je vais juste vous demander effectivement, en fait, le temps avance assez rapidement. Je suis quasiment à la fin de ma présentation. Et donc, je voulais en venir à quelque chose qui est très important, c'est les rapports entre le travail, l'emploi et la formation. C'est-à-dire que on a, en distinguant évidemment formation initiale et formation continue, il y a une vision souvent assez limitée en France de cette question-là, avec une vision très adéquationniste qui me semble devoir être mise en doute, et je renverrai notamment aux travaux de Lucie Tanguy qui ont été publiés dans les années 80 et qui montraient que les liens directs entre l'emploi qu'on occupe, le travail qu'on fait et la formation qu'on a suivie ne sont généralement pas très étroits, contrairement à ce que l'on peut penser. Et ça veut dire que, et c'est ça que je voulais dire pour terminer, si la formation est un élément d'accompagnement à travers le rôle du CPF, des bilans de compétences et des différents dispositifs d'accompagnement, si la formation fait partie des outils qui peuvent aider
un certain nombre d'individus dans leur quête de reconversion ou de réinsertion, qu'elle soit encore une fois voulue ou subie, il faut la penser notamment en donnant une place importante, me semble-t-il, et notamment en formation initiale, à ce qu'on appelle les compétences générales et transférables, et non pas à une vision de préparation à un seul emploi, qui est une vision extrêmement limitative et qui pose problème lorsque des gens précisément doivent se reconvertir ou se réinsérer. Voilà, je m'arrête là et je suis à votre écoute. Merci, Monsieur Glenman, pour votre présentation, vos éclairages. On va prendre les dernières questions. Alors, celle de Sandra Deschamps, effectivement, plus en lien avec les jeunes décrocheurs. Monsieur Glenman? Oui, je suis là. Oui, merci. En revanche, j'ai pas bien compris quelle était la question. Est-ce que vous pouvez la reformuler, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez reformuler la question? J'ai pas bien entendu la question. Je ne l'ai pas encore cité, donc voilà. Bon, J'attendais juste votre retour. Simplement, alors, la question de Sandra Deschamps, la problématique ne serait-elle pas liée à l'accompagnement scolaire également? On parle notamment des jeunes décrocheurs. Beaucoup réalisent un bilan de compétences par la suite, après leur décrochage dans la vingtaine, car ils ne sont pas heureux professionnellement et ces jeunes deviennent demandeurs d'emploi. Est-ce que là-dessus, vous avez peut-être quelque chose à apporter comme élément de réponse? Alors, j'ai des éléments de réponse, je n'ai pas la réponse. Mon premier élément de réponse, c'est celui que je donnais tout à l'heure. Ce qui fait les plus grandes différences dans les débuts de vie active, la capacité à trouver un emploi et encore plus à se stabiliser dans l'emploi, le principal critère de distinction ici, c'est le diplôme, le niveau de diplôme, et quand on rentre dans les détails, en partie le type de diplôme. Il va de soi que les décrocheurs scolaires qui, par définition, sortent du système de formation initiale sans diplôme, éventuellement avec le diplôme national du brevet, mais qui n'a aujourd'hui aucune reconnaissance quasiment dans aucune branche professionnelle, évidemment, ces jeunes-là sont les plus en difficulté, à la fois dans leur vie quotidienne, dans leur recherche d'emploi. La question, évidemment, elle est complexe parce que si on peut penser que leur décrochage scolaire tient à un manque d'appétence, un manque de capacité, un manque d'engagement, il faut aussi interroger ce que certains sociologues ont appelé leur rapport au savoir. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un jeune va s'accrocher pour être intéressé à apprendre un certain nombre de choses, à s'inscrire dans un processus de formation. La difficulté, c'est qu'évidemment, si à la sortie, après le décrochage scolaire et des galères, entre guillemets, la seule chose qu'on leur propose, je mets bien sûr des guillemets, c'est de retourner à l'école, on comprend bien la complexité. Donc, il y a un certain nombre de solutions qui peuvent leur être offertes. Je pense à ce qu'on appelle des écoles de la deuxième chance, qui parfois vont accepter des gens pour les former indépendamment des diplômes qu'ils ont obtenus. Mais il reste que, effectivement, ça, c'est l'un des noyaux durs des difficultés d'accès à l'emploi et de stabilisation dans l'emploi, et sauf à considérer qu'il faut repenser évidemment un certain nombre de choses dans notre système scolaire, mais je ne vais pas me lancer là-dedans ici, ils sont bien évidemment les derniers dans la file d'attente devant l'emploi, et a fortiori devant l'emploi stable, tant que les employeurs ont le choix entre une multitude de demandeurs d'emploi en général et de jeunes demandeurs d'emploi en particulier. L'idée, c'est effectivement de vous présenter rapidement quelles peuvent être les actions de Pôle emploi dans le cadre de la reconversion professionnelle. Donc, ce que nous faisons donc, dans ce cadre, et en particulier auprès des publics les plus fragiles, les DELD, les publics peu qualifiés, par exemple. Donc, je ne vais pas redétailler l'ensemble des publics concernés potentiellement par la reconversion professionnelle, puisque Madame Cochard, Madame Lavore et Monsieur Gleiman en particulier ont détaillé de façon assez importante effectivement tout ce qui est relevé la question de la reconversion professionnelle. Néanmoins, ce qu'on peut noter, nous, en fait, dans notre activité, alors,
peut-être pour vous restituer, parce que du coup, mon titre ne parle peut-être pas beaucoup, mais enfin, en tout cas, je travaille à la direction régionale de Pôle emploi Centre-Val de Loire et j'accompagne les agences dans la mise en œuvre de l'offre de services à destination des demandeurs d'emploi. Donc, je suis depuis plus de 20 ans dans l'établissement, avec plus de 15 ans comme conseillère en agence, donc sur le terrain et sur le terrain de l'accompagnement des employeurs et des demandeurs d'emploi. Je dirais que les publics concernés à Pôle emploi par la question de la reconversion, elles nous arrivent par deux biais. Soit c'est effectivement le demandeur d'emploi qui apporte un projet de reconversion, soit c'est le conseiller Pôle emploi qui, lui aussi, va apporter cette idée de reconversion professionnelle aux demandeurs d'emploi. Dans les deux cas, ce projet peut être subi ou choisi. Donc, dans les cas où le demandeur d'emploi ne peut plus exercer son métier, et je me suis noté un petit focus sur le burn-out parce que c'est une population qui, il y a 20 ans, on connaissait assez peu, ou en tout cas, de toute façon, la notion de burn-out n'était clairement pas connue ou développée et les gens ne nous en parlaient pas. Mais on a vu de plus en plus de cas arriver en fait dans nos agences de personnes qui nous disent voilà, moi j'adorais mon métier, mais je ne peux plus imaginer de l'exercer. Et donc, on a un travail évidemment particulier à faire sur ces publics-là dans le cadre de reconversion qui sont finalement subis. Et puis, on a les demandeurs d'emploi qui ne veulent plus exercer leur métier. Et on a en particulier, effectivement, une émergence assez importante de ces publics depuis la sortie de la crise du Covid, où les gens se re-questionnent, soit finalement ont arrêté d'exercer leur emploi pendant la crise du Covid et n'ont plus du tout eu envie d'y retourner, soit se sont dit je vais profiter de cette période-là, soit, comme le disait M. Gleiman, sur la question du sens au travail, et que cette crise a renforcé cette question pour un certain nombre de publics. Et puis nous, on va amener aussi la question de la reconversion professionnelle pour des demandeurs d'emploi qui ne retrouvent pas d'emploi dans leur métier, en particulier pour les publics qui sont aujourd'hui DELD, voire demandeurs d'emploi de très longue durée. Ils ne retrouvent pas dans leur métier et à un moment donné, évidemment, il faut leur poser la question de dire et si vous faisiez autre chose. On a aussi les demandeurs d'emploi qui ont des problématiques de santé ou des demandeurs d'emploi qui ont des problématiques de mobilité géographique. C'est deux éléments que je cite parce qu'aujourd'hui, ce sont les éléments qui ressortent le plus dans les populations de DELD, c'est-à-dire que en proportion, les demandeurs d'emploi qui sont sans activité sur des périodes plutôt longues sont en général des demandeurs d'emploi qui cumulent en fait un certain nombre de freins dans leur retour à l'emploi. Évidemment, on a la question de la qualification, évidemment, on a la question de l'âge, comme les précédents intervenants l'ont déjà dit, mais on a aussi beaucoup de problématiques de santé qui sont du coup difficiles à régler compte tenu d'autres problématiques d'un point de vue sociétal sur la question de la prise en charge de la santé. Et puis, des problématiques de mobilité géographique qui, elles aussi, posent d'autres questions dans le cadre des politiques de développement durable et de la question de la mobilité. Et donc, on va travailler ensemble, en fait, l'idée de la reconversion, on va la travailler sur les représentations. Donc, soit les représentations aussi que les conseillers peuvent avoir de la possibilité de mobilité professionnelle des demandeurs d'emploi et d'un certain nombre de publics, soit sur les représentations que les demandeurs d'emploi peuvent avoir de leur possibilité de changer de métier, soit parce qu'ils surestiment ou ils sous-estiment leurs freins. Donc, il faut aussi qu'on travaille sur ces aspects-là. Soit parce qu'on a des personnes qui viennent avec des projets de reconversion où ils idéalisent complètement le projet parce qu'ils ont lu un reportage, ils ont lu un article, ils ont vu un reportage à la télé avec des traders qui sont devenus bergers et du coup ils partent dans des projets comme ça idéalisés. Ou bien parce que le demandeur d'emploi limite ses possibles, et ça, on le retrouve beaucoup chez les personnes qui sont faiblement qualifiées, c'est-à-dire que ils n'ont pas eu beaucoup d'opportunités dans leur vie et du coup, ils ne se donnent pas beaucoup d'opportunités. Donc, ça, c'est des choses qu'on travaille. Ce qu'on constate, et je voulais rebondir sur l'intervention de M. Gleiman, c'est effectivement
qu'on n'a plus cette linéarité des parcours qu'on pouvait avoir jusque dans les années 80, où on faisait des études, on travaillait dans le métier dans lequel on s'était formé, on était en CDI toute sa vie dans la même entreprise. Aujourd'hui, ça, c'est des choses qui n'existent quasiment plus. D'ailleurs, Madame Lavore l'a bien reprécisé dans les statistiques. Et surtout, chez les publics jeunes, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils ne veulent plus. D'où la difficulté, l'inadéquation avec le fait de choisir une orientation à 13 ans. En tout cas, ils ne parlent même plus de reconversion professionnelle. En fait, ils agissent par opportunité, ils agissent par envie et ils passent d'un métier, d'un secteur à l'autre en fonction de ça. Évidemment, certains ont plus de facilité à mettre en œuvre cette mobilité que d'autres, et pour certains, c'est plus subi que choisi. Mais en tout cas, on n'a plus cette notion de je vais me consacrer à un métier et je suis destinée à faire un métier toute ma vie. Et en parlant de convergence entre les aspirations des gens et les attentes du marché du travail et des employeurs, on a aussi un écart à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'employeurs aujourd'hui, beaucoup de secteurs professionnels qui attendent encore ce qu'ils appellent l'engagement. Et l'engagement n'a pas toujours la même définition selon les personnes. Il y a des personnes qui peuvent être très engagées dans leur travail, dans leur emploi, le temps qu'ils y sont. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont engagés envers l'entreprise à y rester toute leur vie. Donc, on a aussi ces notions-là à travailler. Les représentations, on doit aussi les travailler avec les employeurs. Je n'irai pas plus loin dans la question des publics concernés. Je voulais quand même juste mettre en avant, je ne crois pas que l'un des intervenants en ait parlé, mais nous, on le constate en ce moment sur, en fait, ces inégalités-là entre je peux choisir et je ne peux pas choisir, et je subis le marché du travail, je subis les exigences, je subis mon faible niveau de qualification, je subis mon âge, etc. On a une confrontation qui est encore plus importante et du coup une souffrance qui est encore plus importante parce qu'on on entend dire qu'il n'y a presque plus de chômage, qu'il y a du travail partout, que les employeurs recherchent et ne trouvent personne. Et on a des personnes qui, elles, restent au chômage. On a ce discours des gens qui choisissent de quitter leur travail pour changer de lieu de vie, pour changer de vie, pour changer d'emploi. Et on a des personnes qui n'ont pas ce choix-là. Et du coup, ça crée quand même une souffrance importante parce que ça crée des écarts qui sont beaucoup plus importants. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Sur les publics, je n'irai pas plus loin. La question a été déjà beaucoup débattue. Sur les services que peut proposer Pôle emploi dans le cadre de l'accompagnement à la reconversion professionnelle, alors je vous en ai mis quelques-uns. Il n'y a pas la totalité de notre offre de services, bien entendu, d'autant qu'elle va évidemment évoluer, vous vous en doutez, dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de France Travail dans les années à venir. Mais en tout cas, l'idée de ces services, c'est d'avancer dans ce parcours qui est d'abord et avant tout un travail sur l'identification et la valorisation des compétences détenues par les personnes. D'abord parce que c'est valorisant et ensuite parce que à Pôle emploi, vous le savez peut-être, ça fait déjà plusieurs années qu'on met en œuvre et qu'on essaye de mettre en œuvre ce qu'on appelle l'approche compétence, c'est-à-dire de sortir de cette segmentation par métier pour proposer une approche qui est beaucoup plus transversale et qui est beaucoup plus mobile, qui est beaucoup plus adaptable, où on travaille avec les personnes sur leurs compétences transférables et leurs compétences transversales. Ensuite, on va travailler dans une deuxième étape à confronter en fait ces compétences détenues, les expériences, les projets de vie, etc., au contexte du demandeur d'emploi, c'est-à-dire est-ce qu'il est mobile géographiquement ou pas, est-ce qu'il a des contraintes personnelles ou pas, quel est son niveau de qualification, est-ce que son niveau de qualification peut augmenter, etc. Et puis de le confronter au marché du travail existant ou au marché du travail émergent, parce que on le sait, il y a tout un tas d'emplois qui aujourd'hui n'existent pas encore et qui apparaîtront demain. Et ensuite, on va travailler avec lui à identifier des pistes professionnelles
alors, on essaie toujours de travailler un plan B, hein, parce qu'il ne faut pas prendre tout ce temps, c'est ce que disait le docteur Lehmann, c'est des étapes qui peuvent prendre plus ou moins de temps, et ne pas perdre de temps à essayer de travailler un projet qui ne pourra pas se réaliser. Donc, on essaie toujours de confronter la construction du projet à des perspectives qui soient réalistes et réalisables. Donc, du coup, on a, en gros, je vous ai mis 3 niveaux de services, des services qui sont proposés en autonomie ou en semi-autonomie aux demandeurs d'emploi, et en particulier des services digitaux, donc qui sont répertoriés sur l'Emploi Store, et sur l'Emploi Store, il n'y a pas que les services de Pôle emploi, bien sûr. On a les nouveaux services Métier-Scope et changer de métier. J'étais déjà intervenue au printemps sur une conférence du GIPALPHA pour présenter ces outils. Donc, c'est des outils qui sont travaillés pour justement s'appuyer sur les compétences transférables des personnes, hein, qui sont accessibles. D'ailleurs, le Métier-Scope, il est accessible à tous. L'idée, c'est de dire, voilà les compétences détenues et voilà comment ces compétences peuvent être utilisées sur d'autres métiers. L'idée, c'est d'ouvrir un petit peu les pistes et de montrer en fait que un certain nombre d'expériences, un certain nombre de savoirs, un certain nombre qu'elles soient professionnelles ou pas d'ailleurs, hein, sont transférables dans d'autres secteurs d'activité. Puis, on a des services qui sont plutôt de la plus ponctuelle, qui sont soit sur un entretien, qui sont sur une demi-journée ou plusieurs demi-journées, ou qui peuvent être sur quelque chose qui dure une semaine, 2 semaines. Donc, on a évidemment des ateliers qui permettent d'acquérir une certaine méthodologie dans la recherche de la définition de pistes professionnelles. On a aussi, et je voulais mettre l'accent dessus, rappeler que donc, dans chaque agence Pôle emploi, il y a un psychologue du travail qui fait partie des effectifs de Pôle emploi et qui donc est mobilisable par les conseillers pour aider les demandeurs d'emploi dans la définition de leur piste professionnelle ou dans le travail de reconversion, en particulier dans les reconversions subies. Nos psychologues du travail ont été sensibilisés à la question du burn-out, par exemple. Et puis la PMSMP, dispositif que je ne présente plus, hein, mais qui permet donc à tout à chacun de faire une immersion dans un autre secteur, dans un autre métier, dans une autre entreprise, pour se rendre compte concrètement de la réalité de ce qu'on imagine, de ce qu'on veut y faire. Et puis après, on a des services qui prennent la forme d'accompagnement. Alors, on travaille avec un certain nombre de partenaires, un certain nombre de prestataires pour mettre en œuvre ces prestations d'accompagnement. Et donc, là, j'ai mis l'accent sur la prestation de parcours emploi santé qui permet de travailler conjointement, en fait, le projet professionnel et les contraintes de santé des personnes, soit parce qu'ils surestiment leurs contraintes de santé, soit parce qu'ils sous-estiment leurs contraintes de santé, mais en tout cas, un travail d'objectivation, en fait, de dire, OK, est-ce que ça impacte et qu'est-ce que ça impacte et comment travailler votre projet de professionnel ou de votre projet de reconversion en tenant compte de ces différentes contraintes. Voilà, j'ai parlé un petit peu vite. Je me suis dit que j'avais du temps à rattraper, alors peut-être pas du tout. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci, Madame Petit. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est un petit peu haché, mais je vais y arriver. Je vais laisser donc la parole à ma collègue qui va vous citer les 2 questions que nous avons. Bonjour Madame Anctil, m'entendez-vous bien? Oui, ça va. Super, donc du coup, je vais prendre le relais pour les 2 questions que nous avons eues. La première question est de Yasmine qui posait cette question. Comment peut-on gérer les moments de doute ou d'incertitude pendant la reconversion? Alors, déjà, ils sont incontournables. Et donc, il faut les accepter. Le chemin de la reconversion professionnelle est forcément, n'est pas un chemin linéaire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le rythme et la dynamique vont être très positifs et vont s'emballer, et des moments où il va éventuellement y avoir des retours arrière aussi. Il faut prendre ça en compte. Alors, du coup, soit on le fait dans le cadre d'un accompagnement classique avec la personne, et on s'appuie beaucoup sur justement la valorisation des compétences détenues. On s'appuie beaucoup sur comment dire,
le rapport au marché du travail, il faut prendre en compte les aspirations des personnes, mais il faut surtout travailler à objectiver les choses, même si par définition, un projet de reconversion professionnelle, c'est quelque chose de très personnel, de très intime. Et donc, il faut essayer il faut prendre en compte les émotions tout en essayant d'objectiver au maximum les choses, parce que c'est ça qui permet de lever un certain nombre de doutes et d'incertitudes. Et encore une fois, quand on se retrouve confronté à des moments de blocage ou des moments où on ne comprend pas, eh bien, c'est là où la présence des psychologues du travail en agence aide beaucoup, puisque on peut ponctuellement, juste sur un entretien, mobiliser un psychologue du travail en disant, écoute, je suis en train d'accompagner cette personne. Là, je sens qu'il y a des choses qui bloquent. Je lui propose des choses, elle n'y va plus. Ou finalement, elle m'avait dit qu'elle voulait faire ça et puis elle me propose plein d'autres idées. Est-ce que tu peux m'aider à essayer d'y voir plus clair avec elle? Merci beaucoup. La deuxième question que nous avons eue est de Sandra Deschamps qui nous demande quel est le budget que Pôle emploi peut accorder pour un bilan de compétences. Alors, sur les bilans de compétences, c'est assez... c'est pas. Alors, je voudrais pas vous dire de bêtises parce que pour le coup, au sein de la direction régionale, ce sont d'autres spécialistes sur les financements de la formation professionnelle et le bilan de compétences en fait partie. Donc, je voudrais pas vous dire d'erreur, mais en tout cas, c'est, on va dire, le dernier service qu'on mobilisera. Puisque si on prend par exemple la question de l'actif projet ou du parcours emploi santé, en fait, ces services d'accompagnement intègrent une partie d'identification des compétences. Alors, ce n'est pas un bilan de compétences au sens juridique du terme, hein, mais on fait un travail d'identification et de projection des compétences. Donc, on est, en tout cas, on est en dernier, enfin, c'est le dernier recours, on va dire, c'est le bilan de compétences. Et je ne voudrais pas vous dire d'erreur sur les possibilités de prise en charge, mais je préfère pas vous donner d'erreur. Je reprendrai pour vous confirmer exactement quelle est la position de Pôle emploi aujourd'hui et de Pôle emploi région centre, parce que du coup, ça peut être des prises en charge différenciées selon les régions. Merci beaucoup. Nous avons une personne qui a levé la main. Je ne peux pas ouvrir votre micro. C'est Madame Lucilla. Est-ce qu'il serait possible pour vous d'écrire votre question directement dans l'onglet Q&R qui est juste au-dessus? Ah, nous avons quand même une autre question. Pour accompagner au mieux les processus de reconversion, n'est-ce pas précisément le temps incontournable du doute et de l'incertitude qui resterait aujourd'hui à financer? Alors, je suis assez d'accord. En tout cas, quand la reconversion est subie, ou en tout cas quand c'est nous qui l'amenons, il y a quand même une période, alors qu'on appelle entre nous, hein, je ne sais pas si c'est la bonne terminologie, mais qu'on appelle la période de deuil, et que du coup, engager la personne trop vite dans se projeter dans autre chose, lui proposer des offres d'emploi, lui proposer des immersions, lui proposer, etc. Ça peut être inutile, voire contre-productif parce qu'elle n'est pas prête. Donc, la période de chômage peut être aussi cette période de réflexion, c'est-à-dire qu'on a aussi des gens qui perdent un emploi et qui, dès qu'ils se réinscrivent, recherchent immédiatement et de façon très dynamique un nouvel emploi dans le même métier, voilà, et qui, au bout d'un moment, se disent bah, après tout, et si je profitais de cette période de chômage qui finalement est indemnisée, alors encore une fois, hein, c'est ce que disait M. Gleiman, dans quelle mesure c'est possible, la question du temps est-elle financièrement tenable ou pas, mais qui se disent, eh ben, et si je profitais de cette période où finalement, c'est vrai, je ne travaille pas, mais j'ai une indemnisation chômage et je peux, du coup, pendant ce temps-là, réfléchir à mon orientation professionnelle et me poser vraiment la question de ce que j'ai envie de faire. Pour autant, ça, effectivement, ça ne marche que dans le cas où on a une indemnisation. Ça marche que dans le cas où on a une indemnisation qui peut
suffire à compenser le reste de la vie. Il ne faut pas que ce temps-là dure trop longtemps parce que, comme on le sait, l'indemnisation chômage n'est pas éternelle et elle a plutôt, dans les contextes actuels, tendance à se réduire. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit, un bon après-midi et de belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup et à bientôt.